Le 22 juin 2025, le Parlement iranien a voté pour fermer le détroit d'Ormuz, 20% du pétrole mondial, bloqué par un vote. Ce jour-là, Téhéran a menacé de s'étrangler elle-même. C'est l'histoire d'un paradoxe absolu. Un régime qui, pour survivre à une guerre, brandit une arme qui le détruirait aussi sûrement que ses ennemis. Et c'est cette contradiction-là, ce piège que l'Iran s'est lui-même tendu, qui explique tout ce qui se passe aujourd'hui entre Washington et Téhéran. Vous regardez ce programme, vous savez que l'Iran et les États-Unis sont assis à Genève ce jeudi 26 février 2026 pour un troisième cycle de négociations nucléaires. Restez avec nous, parce que ce qui se joue là-bas n'est pas une simple conversation diplomatique, c'est peut-être la dernière chance d'éviter une guerre dont personne dans cette région ne veut vraiment. Revenons quelques jours en arrière. Mardi soir, Donald Trump s'est adressé à la nation américaine lors de son discours sur l'état de l'Union et il a dit une seule chose sur l'Iran qui mérite qu'on s'y arrête vraiment. Il a affirmé que l'Iran possède déjà des missiles capables de menacer l'Europe et qu'il travaille à construire des missiles qui pourront bientôt atteindre le territoire américain. Posons le chiffre. Les missiles balistiques iraniens ont une portée maximale de 2000 à 3000 kilomètres. La Defense Intelligence Agency américaine elle-même, dans son évaluation de 2025, estime que l'Iran pourrait développer un missile intercontinental d'ici 2035, à condition d'en prendre la décision. Ce qui n'est pas encore fait. L'Iran et les États-Unis, il y a entre eux 9000 kilomètres d'océan. Tracer un trait sur une carte suffit à comprendre que Trump a exagéré. Mais voilà ce qui est intéressant. Ce n'est pas la vérité géographique qui compte ici, c'est la géographie politique. Trump ne s'adressait pas aux experts en balistique, il s'adressait aux Américains, il préparait l'opinion, il construisait le consentement. Au cas où, respirons un instant sur ce que les missiles iraniens peuvent réellement faire. Ils peuvent atteindre Athènes, la Bulgarie, la Roumanie, les bases américaines en Irak, au Qatar, à Bahreïn et surtout, ils peuvent atteindre Israël. La portée régionale est réelle, documentée, préoccupante, mais frapper le sol américain? Non, pas aujourd'hui, pas demain, et probablement pas avant une décennie, si tant est que Téhéran fasse ce choix. Alors pourquoi Trump dit-il cela? Parce qu'il est dans un piège. Et ce piège, c'est l'Iran qui l'a fabriqué au fil des ans avec une patience remarquable. Depuis 30 ans, Téhéran maîtrise l'art de la négociation dilatoire. Avancer d'un pas, reculer de deux, proposer, retirer, menacer, rassurer, enrichir l'uranium, suspendre, reprendre. Le cycle est connu, il est rodé, et chaque fois les Occidentaux ont cru tenir quelque chose, avant de voir le sable leur glisser entre les doigts. En juin 2025, Israël et les États-Unis ont frappé. Fort, opération Rising Lion, des sites nucléaires, des bases de missiles. Les plus hauts gradés de l'armée iranienne ont été tués. Le chef des gardiens de la révolution, le chef d'état-major, une décapitation militaire sans précédent. Et pourtant, en moins d'un an, l'Iran est revenu. Les estimations des services de renseignement occidentaux, relayées par le New York Times, indiquent que Téhéran disposerait désormais de 1800 à 2000 missiles balistiques opérationnels, contre 1300 estimés juste après les frappes, soit 700 missiles supplémentaires. En quelques mois, la capacité industrielle iranienne, même bombardée, même décapitée, a repris immédiatement. Voilà l'ironie centrale de cette crise. Plus les Américains frappent, plus ils justifient aux yeux de l'élite iranienne, y compris des modérés, la nécessité d'une capacité de dissuasion maximale. L'opération qui devait décourager l'Iran de chercher la bombe lui a fourni l'argument politique intérieur le plus puissant pour continuer à en chercher une. C'est écrit noir sur blanc dans les analyses. L'attaque israélo-américaine, au lieu d'empêcher l'Iran de développer l'arme nucléaire, l'a poussé à la considérer comme un moyen de dissuasion crédible. Arrêtons-nous ici. Pensons à ceux qui paient le prix de cette mécanique infernale. Pas les généraux, pas les diplomates, les civils. En 12 jours de guerre, en juin 2025, 550 missiles balistiques iraniens ont été tirés vers Israël. 36 ont frappé des zones peuplées. 30 civils israéliens ont été tués. 3 enfants parmi eux, dans la ville de Bat Yam, au sud de Tel Aviv. Plus de 3300 personnes hospitalisées, 15 000 déplacés. Human Rights Watch a documenté 5 de ces frappes comme des violations des lois de la guerre, des missiles qui ont touché des immeubles résidentiels à 1,5 km des cibles militaires les plus proches. Et de l'autre côté, les frappes israéliennes et américaines ont visé des infrastructures militaires iraniennes,
mais elles ont aussi touché une raffinerie de pétrole dans le sud de Téhéran, des dizaines de milliers d'Iraniens qui travaillaient là, des familles, dans une économie déjà asphyxiée par 40 ans de sanctions. Ces gens n'ont pas voté pour les gardiens de la révolution. Ils n'ont pas décidé d'enrichir l'uranium. Certains d'entre eux manifestaient en janvier 2026 contre le régime qui les gouverne. La répression de ces manifestations a été sanglante. Des milliers de détenus, des morts dont le chiffre exact reste inconnu. Et pendant ce temps-là, Trump se préparait à son discours de l'État de l'Union. Voilà la dimension cachée de cet affrontement. On parle de missiles, on parle de centrifugeuses, on parle d'enrichissement d'uranium, mais derrière ces mots techniques, il y a 85 millions d'Iraniens dont l'économie est en lambeaux. La monnaie s'effondre. Les manifestations de janvier 2026 n'ont pas commencé sur un slogan politique. Elles ont commencé parce que les gens ne peuvent plus acheter à manger. Le rial iranien a perdu des dizaines de pourcents de sa valeur en quelques mois. C'est une population prise en tenaille entre un régime qui l'opprime et des sanctions occidentales qui l'affament. Revenons au détroit d'Ormuz, parce que c'est là que se trouve la vraie menace. 39 kilomètres à son point le plus étroit. C'est la largeur de la porte par laquelle passe 20% du pétrole mondial. 21 millions de barils par jour. Chaque jour, 114 navires en moyenne traversent ce couloir. Des pétroliers, des méthaniers, du gaz naturel liquéfié. Si ce détroit ferme, le baril dépasse 100 $ selon JP Morgan. Immédiatement, l'inflation revient en Europe. Les banques centrales replongent dans le dilemme. Les pays asiatiques, qui dépendent à 80% de ce transit pour leur approvisionnement énergétique, entrent en crise. La Chine, le Japon, la Corée du Sud, tous touchés en quelques semaines. Et c'est là que le paradoxe iranien atteint son sommet. L'Iran contrôle la rive nord de ce détroit. Les gardiens de la révolution y stationnent. La base de Bandar Abbas est à 70 km des côtes des Émirats arabes unis. Téhéran peut menacer le détroit. Téhéran peut le perturber. Mais Téhéran ne peut pas le fermer durablement sans se suicider économiquement. Parce que 50% des exportations iraniennes passent également par là. Le 22 juin 2025, le Parlement a voté pour fermer le détroit. Et puis, rien. Téhéran n'a pas osé. Parce que ses propres revenus pétroliers en dépendent, parce que la Chine, son principal client, l'en a dissuadé, une arme que l'on ne peut pas utiliser sans se blesser soi-même. Voilà la situation réelle de l'Iran en ce moment. Il a des missiles, mais pas suffisamment. Il a menacé de fermer le détroit, mais il ne peut pas. Il a des partisans régionaux, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, mais la plupart ont été considérablement affaiblis. Il a un programme nucléaire, mais plus de 400 kilos d'uranium enrichi à 60%, dont on ignore où il se trouve exactement, un trésor stratégique et une épée de Damoclès. Et face à cela, Donald Trump est lui aussi dans un piège. Il a déployé l'une des plus grandes armadas militaires américaines au Moyen-Orient depuis des décennies. Le porte-avions USS Gerald Ford, le plus grand du monde, a fait escale en Crète le 24 février 2026. Il rejoint d'autres bâtiments déjà positionnés dans la région. Des centaines d'avions de combat, des avions ravitailleurs, des appareils de reconnaissance, des sous-marins. Tout est là, tout est prêt, en théorie. Mais le chef d'état-major américain, le général Dan Kane, a exprimé son scepticisme lors d'une réunion dont les propos ont filtré dans la presse. Les munitions disponibles dans la zone suffiraient-elles pour une campagne longue ? Les alliés régionaux laisseraient-ils utiliser leur base? La réponse à ces deux questions est incertaine. Les Émirats arabes unis ne veulent pas prendre de missiles balistiques sur leur gratte-ciel. L'Arabie saoudite, qui a normalisé laborieusement ses relations avec l'Iran après des années de tensions, ne veut pas revivre les attaques de drones sur ses raffineries de 2019. Le Qatar abrite la plus grande base américaine de la région, mais il fait aussi affaire avec l'Iran, chaque jour. Parce que les côtes iraniennes sont à moins de 250 km. Ces pays disent oui officiellement et freinent des 4 fers discrètement. Trump sait tout cela et pourtant il continue. Parce qu'il ne peut pas reculer. Pas maintenant. Il a trop promis. Il a dit que des frappes viendraient si l'Iran ne cédait pas. Il a dit que les Iraniens veulent un accord. Il a dit que les conséquences seraient traumatisantes. Reculer sans accord serait une défaite politique catastrophique. Alors il négocie et il menace. Simultanément. C'est exactement ce que font les Iraniens depuis 30 ans de leur côté. Les deux ennemis se sont finalement retrouvés à faire la même chose.
6 février à Mascate, en Oman. Première session de négociations indirectes sous médiation omanaise. 17 février à Genève, deuxième session. Abbas Araghchi, le ministre iranien des Affaires étrangères, a dit que la position américaine était devenue plus réaliste. Steve Witkoff et Jared Kushner représentaient Washington, un envoyé spécial et le gendre du président. Pas exactement une équipe de vieux routiers de la diplomatie nucléaire. Mais le message d'Araghchi était clair. Nous discutons, nous progressons sur les principes, mais nos missiles ne sont pas sur la table. Notre droit à enrichir l'uranium n'est pas sur la table. Notre soutien à nos alliés régionaux n'est pas sur la table. Trump, de son côté, exige tout. Zéro enrichissement. Arrêt des missiles. Fin du soutien aux groupes armés. Et, selon certaines informations d'Axios, il envisagerait peut-être d'accepter un enrichissement symbolique et très limité. Peut-être. Ce qui n'est pas peut-être, c'est que les deux parties ont convenu de se retrouver aujourd'hui même, 26 février 2026, à Genève, pour un troisième cycle. Oman confirme. L'Iran dit qu'il y a de bonnes chances d'accord. Trump dit que l'Iran veut un accord plus que les États-Unis. Et pourtant, sur un panneau d'affichage à Téhéran, photographié il y a 4 jours, on peut lire en persan, au-dessus d'un porte-avions américain représenté en flammes, qui sème le vent, récolte la tempête. Les deux parties négocient, les deux parties menacent, les deux parties posent. Pendant ce temps, les familles de Bat-Yam reconstruisent ce qu'elles peuvent. Les manifestants iraniens reprennent les campus prudemment, quelques semaines après la répression sanglante de janvier. Les pétroliers continuent de traverser le détroit d'Ormuz, 114 par jour, portant sur leur coque la moitié de la facture énergétique asiatique. Et à Genève, 2 délégations s'assoient autour d'une table dans un pays neutre pour tenter de trouver les mots que personne n'a encore trouvés en 30 ans. Ce que l'histoire nous enseigne sur l'Iran, c'est qu'on sait toujours quand une négociation commence. On ne sait jamais quand elle finit. Et on ne sait jamais si ce qui est signé sera respecté. Ce que l'histoire nous enseigne sur Trump, c'est qu'il ne recule que lorsqu'il peut présenter la retraite comme une victoire. Ces deux logiques peuvent-elles se rejoindre aujourd'hui à Genève? La réponse à cette question déterminera si les 114 pétroliers qui traversent Ormuz demain matin le feront dans un monde en paix ou dans un monde en guerre, si le baril de pétrole restera à son cours actuel ou dépassera les $100 la semaine prochaine, si des aviateurs américains prépareront leurs appareils au décollage ou rentreront chez eux. La vraie menace iranienne n'a jamais été ses missiles balistiques. La vraie menace iranienne, c'est sa capacité à tenir, à durer, à se reconstruire, à négocier sans jamais capituler, à résister à tout, sauf à lui-même.